Mes chers élèves, chers étudiants, chers jeunes, mesdames, messieurs les invités, chers mentors de la rentrée citoyenne, vous imaginez l'immense plaisir que j'éprouve ce matin. La compagnie des plus jeunes est toujours agréable et instructive. Elle nous rappelle nos devoirs et éveille aux rêves d'une génération. Je vous salue donc, jeunes du Sénégal, venus de tous les coins du pays pour prendre part à cette édition, la 5e de la rentrée citoyenne. Avec cette cérémonie périodique appelée rentrée citoyenne, vous pouvez ainsi, Madame, montrer que la jeunesse n'est pas seulement l'âge du refus. Elle peut emprunter, la jeunesse, le chemin de la responsabilité et de la citoyenneté constructive. L'occasion m'est offerte de saluer vos parents que je connais bien, ici présents, Pape et Madjiguène Fall. Je voudrais vous remercier pour l'exemple que vous donnez à l'ensemble des parents d'accompagner leurs enfants, de les soutenir et de leur faire confiance. C'est très important. Chers élèves, Madame Amy Sarr Fall voulait que je parle de mon propre parcours, que je vous l'offre en exemple. J'ai appris cependant, en cours de philosophie, en classe de terminale, que le moi est haïssable. Je crois que c'est le mot de Pascal. Ensuite, je pense que chaque parcours est un parcours singulier, spécifique, et donc différent. Si je devais tout de même prendre le risque de parler de moi, je félicite et je remercie les amis qui ont fait les témoignages. Si je devais donc prendre le risque de parler de moi, je le résumerai de cette manière. Enfant né dans une région à l'intérieur du Sénégal, l'ancienne région du Sine Saloum, qui regroupe les actuelles régions administratives de Kaffrine, Kaolack et Fatick, bien entendu. Fatick, où justement je suis né le 11 décembre 1961. De parents originaires de la région naturelle du Fouta. Les parents donc sont des Foutanké qui ont migré vers le Sine, où j'ai grandi dans un milieu sérère, pour le tout couleur que je suis. J'ai grandi à Fatick, à Foundiougne, au gré des affectations de mon père, au service de l'agriculture, qui était un agent de la catégorie la plus basse de la fonction publique. Et donc, j'ai grandi également à Kaolack, où j'ai fait mon lycée, mes 3 années de lycée en seconde, première et terminale de la série S. Série C à l'époque, on appelle ça aujourd'hui S1. Mais à l'époque, on parlait de la série C. Alors, Fatick est une terre de passage et de brassage. Et plus tard, après le lycée Gaston Berger, devenu Valdiodio Ndiaye, j'ai été admis à l'Institut des sciences de la Terre, l'IST, qui est un institut de la faculté des sciences. À l'époque, c'était la fac des sciences de l'Université de Dakar, devenue en 1986 l'Université Cheikh Anta Diop, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur géologue. J'ai fréquenté, bien entendu, pour renforcer mes connaissances et aptitudes, l'Institut français du pétrole à travers l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs pour une spécialité
en matière d'exploration pétrolière, et plus précisément en géophysique. Après cela, bien sûr, comme tous les jeunes, il y a des moments d'incertitude. Malgré le parchemin, ce n'est pas évident de trouver du boulot. J'ai aussi chômé, puisque après mon diplôme, et pour la petite histoire, après mon diplôme, je devais aller en Italie faire un doctorat. Dans le cadre de la coopération entre l'Italie et le Sénégal, il y avait un projet qui s'appelait le Commodity Aid. Mais comme j'avais été pendant mes années de jeunesse un peu un jeune dynamique, bouillant, qui faisait la grève aussi parfois, j'avais été sanctionné à un moment donné pour ne pas bénéficier de cette bourse au dernier moment et je ne suis pas parti. Alors que j'avais pris congé de la famille, on m'avait fait ces petits bonbons quand on voyage en général pour affronter les moments de difficulté. Mais au dernier moment, finalement, on m'a dit non, parce que vous auriez manqué de respect à telle ou telle autorité. Bien sûr que je ne citerai pas ici. Finalement, je ne suis pas parti. Voilà. J'avais plus de bourse. Et Dieu sait que nous étions 3 dans notre promotion. Les 2 avaient une bourse. Ma sœur Sophie Gladima, qui est allée au Canada avec une bourse du CRDI, et mon défunt camarade et ami, le professeur Maïssa Fall, qui était à l'université de Thiès, paix à son âme. Et donc j'étais le 3e qui n'avait pas le soutien, qui n'avait pas la possibilité de partir. Voilà. Bon, jeune ingénieur, j'ai dit, bon, je vais faire du métier, je vais trouver un stage. C'était pas évident, parce que je n'avais pas de gros soutien. Mais dans la vie, il faut toujours garder espoir. Et par une connaissance fortuite, on m'a présenté à un conseiller qui était à la présidence de la République au contrôle financier, qui me disait, qui était membre d'un conseil d'administration à la société des phosphates de Thiès, SSPT. C'est ainsi qu'il a décroché un stage. Un stage pour moi, je suis allé à Thiès, bon, à Locagne, puis aux mines de Lamlam, où j'ai séjourné pendant 6 mois, avec une première bourse de 60 000 francs, un salaire, j'allais dire, de 60 000. Ça suffisait pour couvrir mes besoins primaires, mais évidemment, pour un jeune ingénieur qui commence à voir la vie autrement, c'était quand même limite. Alors j'ai demandé s'il pouvait me recruter, ou alors j'allais changer de perspective. Bon, j'ai eu une première augmentation, donc doubler mon salaire à 120 000. Mais ce n'était pas suffisant quand même pour un ingénieur. Et donc j'ai dit, si c'est ça, si je ne suis pas recruté, je vais retourner à la fac, donc faire le doctorat qu'on m'a refusé en Italie. Je suis revenu faire le DEA en hydrogéologie. Et puis après l'examen que j'ai réussi, il fallait un sujet de mémoire. Là aussi pareil, pas de sujet, pas d'encadreur. Et puis bon, par la force des choses, ce directeur qui m'avait pris comme jeune au phosphate est devenu directeur général de Petrosen. Et donc, il m'a recruté dans un premier temps comme stagiaire. Et c'est comme ça que je suis allé à Petrosen. Puis j'ai été recruté comme ingénieur avec, déjà en 1991, un premier salaire de 300 000 francs. Ce qui, en son temps, était quand même significatif. Et puis voilà. L'aventure a commencé avec Petrosen, où j'ai fait 10 ans comme ingénieur en exploration, chef de la division banque de données pétrolières, puis directeur général à partir de 2000, après l'alternance de 2000. Alors, je voudrais dire que tout mon cursus a été façonné par l'école publique. L'école publique, l'école des garçons de Foundiougne, où j'ai commencé. Ensuite, l'école de Ndouk à Fatick, le collège Kharndofen Diouf de Fatick, le lycée Gaston Berger, l'Institut des sciences de la terre de l'Université de Dakar. Donc, je suis un pur produit de l'école sénégalaise et de l'école publique sénégalaise. Je remercie mes parents qui, malgré les moyens très faibles, très modestes, m'ont inculqué la culture de l'effort.
et les valeurs de courage et de dignité qui m'ont permis de traverser sans difficulté en vérité majeure les vicissitudes de la vie avec foi et détermination. Et je n'ai jamais douté de moi. Je n'ai jamais douté de moi. Et ça, je peux le partager avec la jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr, mon exemple n'est pas unique. Bien des jeunes de ma génération, issus de familles plutôt modestes, ont bravé les pressions de la vie pour se hisser par l'effort et l'abnégation aux plus hautes altitudes de la performance et de l'excellence. Et c'est toujours avec émotion et admiration que je parle de ces jeunes Sénégalais qui sont aussi parmi vous ici présents. C'est dire qu'avec la volonté et la persévérance, vous pouvez faire reculer les frontières de l'impossible. De moi, je crois avoir d'ailleurs trop parlé. Sinon, vous révélez que j'ai aussi eu des moments de jeunesse à Fatick, surtout avec le mouvement Nawetan, avec mon équipe de football, mes deux équipes. La première, c'était le Lam Toro, puisque je suis du quartier Polga, donc le quartier de Toucouleur, à Fatick. L'équipe s'appelle le Lam Toro, qui est une équipe connue, mais aussi l'équipe que moi-même j'ai créée, qui est le Disso, qui est aujourd'hui une des belles équipes de la ville de Fatick. Et je me remémore aussi, s'agissant de la musique, puisque jeunesse aussi a été vécue. Je me remémore les airs de certains de mes tubes favoris des années 80, fin des années 70, de la pop musique, de la soul musique, du jazz, du reggae. Mais aussi des variétés, les variétés françaises ou internationales. Je pense en particulier de Hendrix, Jimi Hendrix, Weather Report, Pink Floyd, The Dire Straits, Bob Dylan avec Animals. Les hommes de ma génération savent, Manfred Mann, Jerry Rafferty, pour les cœurs sensibles. Old Stewart, Rod Stewart, ça, Diène Farba Sarr, qui est un grand mégalomane, pourra vous parler, mais aussi du groupe Eagles, avec Hotel California. Dans notre époque, c'était vraiment quelque chose de fondamental. John Lennon, Michael Jackson, déjà, avec Thriller. Et Phil Collins, de la soul music et de la pop. On ne peut pas ne pas parler de James Brown. Soul Brother number one. De Lionel Richie, encore dans la soul music, All Night Long. Ça, ce sont des morceaux fétiches de notre génération. Aretha Franklin et Tina Turner, Marvin Gaye, Isaac Hayes. Tout cela a été un moment très palpitant de notre jeunesse estudiantine à l'époque, mais aussi dans le jazz, je peux citer Louis Armstrong, je peux citer John Coltrane et Miles Davis. Pour notre génération, ça a été vraiment de grands musiciens. Alors comment ne pas parler du reggae? Avec Bob Marley, Robert Nesta, Bob Marley and the Wailers, avec Tosh, Peter Tosh, et surtout avec Bunny Wailer. Ça, c'était les Wailers. Mais aussi, vous vous rappelez certainement de Burning Spear, la lance enflammée, et bien sûr d'autres groupes britanniques comme The Police, avec ce morceau fétiche Walking on the Moon, UB40, ainsi de suite. Donc, les variétés, Charles Aznavour, qui était un grand poète, et puis d'autres comme Mireille Mathieu et Julio Iglesias.
Vous verrez donc qu'en même temps, nous écoutions la musique africaine et le grand Bembeya Jazz national était également très écouté par notre génération. Une chanteuse oubliée aujourd'hui, Nayan Kabel, Tchalamwana, qui a fait tourner la tête de nos devanciers, nos illustres devanciers présidents de l'époque. Eh bien, la grande militante de la cause noire sud-africaine, Myriam Makeba, avec Pata Pata. Pata Pata, bien reprise d'ailleurs par Kumba Gawlo Seck, que je salue. La grande diva Serer, parce que je suis du Sine, Yandé Kodou Sen. Mais aussi, ayant fait le Saloum, j'ai fait mon lycée, comment ne pas parler d'Ingoyan, de Medina Sabah, de Ndiagambay, de Kharmbay à cette époque, mais aussi de Touré Kunda, d'Alpha Blondy avec Brigadier Sabari, et puis de Omar Penn, qui a beaucoup chanté, les étudiants, Youssou Ndour, Baba Mal et Ismaël Lolo, ça, je peux m'en arrêter là parce que sinon, ça va devenir un discours sur la musique. Mais cela ne nous empêchait pas d'étudier, loin s'en faut, et de revendiquer utilement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études, mais aussi de nous battre pour les principes et la défense des peuples martyrisés de Palestine et également la défense de ce qu'on appelait le prolétariat, même si je n'étais pas marxiste-léniniste, je dois le dire, mais j'ai un peu flirté avec, disons, le maoïsme, puisque j'étais pendant 2 années membre actif de And Jëf, mouvement pour la MRDN, mouvement pour la révolution démocratique, pour la révolution nouvelle. J'ai oublié d'ailleurs, vous voyez, que Agir me pardonne, hein, puisque, comme je l'ai dit l'autre jour à un chef d'État, être marxiste à 20 ans, c'est bien, 30 ans, au-delà, ça pose problème. Donc, après ça, j'ai participé à la vie démocratique, déjà à l'université. Nous nous battions pour un changement déjà à l'époque, parce que nos amis socialistes avaient déjà fait plus de 25 ans, et nous plus même déjà. Et donc nous nous battions pour un changement. C'est comme ça que dans le mouvement démocratique, j'ai finalement pris l'option de rentrer dans l'opposition et d'y militer avec le Parti démocratique sénégalais. Mais ça, après que je sois sorti de l'université. Alors, donc, les études n'empêchaient pas de participer dans la vie culturelle, politique, sociale de son pays. Et chaque fois, en fin d'année, nous partions chez nous, à Fatick, donner des cours à nos plus jeunes, participer dans les cours de vacances et aussi dans les activités d'encadrement des associations sportives et culturelles. Donc, il est évident que, parlant des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire parlant de vous, chers jeunes, il est difficile de comparer les époques, puisque nous ne vivons plus les mêmes époques. Et le monde a changé. Alors, je voudrais vous dire simplement, soyez les contemporains de votre temps et construisez votre destin en vous inspirant du legs de vos anciens, du legs de vos parents, mais également en tant que jeunes d'aujourd'hui, vivez votre époque. Et on pourrait être tenté de poser la question, c'est quoi être jeune aujourd'hui? La question est légitime, car la réponse n'est pas facile. Avec notre génération et celles qui nous ont précédés, être jeune, c'était la socialisation par la famille d'abord, les parents, le quartier et l'école où on se faisait des copains. Sous contrôle de ces espaces cités,
il s'agissait de gravir les échelles de scolarité et les diplômes obtenus. Travailler généralement dans la fonction publique, c'était la première perspective. Trouver une femme ou un mari, soutenir les parents et la communauté de façon générale. C'était ça l'ambition des jeunes. J'ajoute, nous avions une seule chaîne de radio à l'époque, qui est toujours là, que je félicite d'ailleurs, la RTS, un seul journal quotidien et quelques magazines en dehors des journaux politiques, clandestins parfois. Je me rappelle des journaux comme Ferniente, Kharebi, Djaï Dolebi, parce que j'étais dans ces milieux comme Madame l'envoyé spécial, des milieux gauchisants, disons, où il y avait vraiment des journaux clandestins à l'époque qui étaient vendus sous le coude. Mais nous avions la possibilité d'avoir quelques magazines venant de l'étranger que nous achetions à Tilène ou un peu vers Sandaga, comme Salut les copains, ou alors France Foot, qui nous informait sur les stars de la musique de l'époque et du sport. Je n'oublie pas aussi les bandes dessinées, avec des héros comme Zambla, Tex Wheeler ou Rahan, le fils de Krauss, issu du territoire des ombres. Alors, quid de votre génération, vous? Oui, la famille, elle doit être toujours présente. Un peu le quartier et les parents. Déjà, à Dakar, malheureusement, nous vivons aujourd'hui comme en Europe. Ils peuvent être voisins, ils ne se connaissent même pas, ils ne se disent pas bonjour. Ça, ce ne sont pas des qualités sénégalaises. Ce n'est pas une manière de vivre nos valeurs. Et Senghor le disait, la négritude n'est rien d'autre que vivre ses valeurs. Et vivre, bien sûr, l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Nous devons continuer à créer ces liens entre voisins, entre membres d'un même quartier, d'une même ville, d'un même terroir. Et l'école, de plus en plus, les médias classiques, mais surtout les médias nouveaux, notamment les réseaux sociaux, on l'a dit, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, YouTube, entre autres. Bref, vous êtes la génération dénommée GTIF, comme disent les Américains, génération Google, Twitter, Internet et bien sûr Facebook. À dire vrai, vous êtes les enfants d'un autre monde. Nous savions à peu près de quoi l'avenir serait fait de notre génération. Votre génération est moins certaine, parce qu'elle a accès quasi illimité à l'information. Beaucoup de nouveaux métiers. Vous êtes dans un monde globalisé. Aujourd'hui, au bout d'un petit clavier, par votre smartphone, vous êtes en contact avec le monde entier. Une virtualité grâce au numérique qui vous met dans la position de pouvoir communiquer plus avec des amis inconnus d'ici et d'ailleurs qu'avec vos proches. En réalité, vos amis sont plus virtuels. Votre génération, vous jeunes d'aujourd'hui, fait face à de nouvelles menaces qui ont aussi nom dans ce que vous trouvez dans cette toile. Il faut aussi faire attention, savoir filtrer. Ces menaces ont pour nom terrorisme, radicalisme, changement climatique, migration clandestine et par endroits dans le monde, montée des périls identitaires. Alors, les jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, confondus, comment faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés et assumer les responsabilités qui vous incombent? En d'autres termes, comment répondre de façon positive à notre question?
à savoir c'est quoi être jeune aujourd'hui. Ma réponse instruite par l'expérience, la mienne propre et celle de nombreux jeunes de ma génération est la suivante. Être jeune aujourd'hui, c'est affirmer résolument qu'un autre monde est toujours possible, qu'il est possible de plier le destin à l'aune de notre rêve, grâce à la volonté, à l'effort, à l'audace et à la confiance en soi. Au courage de prendre des risques et à la capacité de chacun et de chacune d'entre vous de posséder et d'exploiter au maximum ses potentialités. À ce titre, mon épouse et moi rappelons souvent à nos enfants, et elle leur dit très souvent, votre père n'était pas riche, mais vous voyez où il en est arrivé à force de travail et de croire en ses capacités. Nous leur disons aussi que nous ne sommes pas dans l'opulence qui, soit dit, leur garantirait un avenir doré. Puisque la richesse de l'héritage, ce n'est pas l'argent qu'on laisse à ses enfants. On l'a vu. Les plus grands milliardaires qui laissent des milliards, au bout de 3 ans, vous voyez ce que l'héritage est devenu. Donc ce n'est pas la peine de faire cette course effrénée vers l'avoir, vers la richesse. Je n'ai jamais cru que la valeur, la richesse, c'était l'argent. Nous leur disons aussi que la vie est une bataille de tous les jours pour bâtir des foyers solides où nous pouvons être libres et joyeux. Restez surtout à l'écoute de vos parents. Vos parents qui ont fait le pari sur vous et développé à leur endroit le sens du respect. Nit dafay jox cër way juróom. C'est ça nos valeurs de l'Afrique. Il faut respecter les parents, écouter leurs conseils, avoir le devoir de soumission vis-à-vis de ses parents. Ce n'est pas une honte. Ailleurs, ça ne peut pas être compris, mais ce n'est pas nos valeurs. Nos valeurs, c'est que devant le père ou devant la mère, on ne doit pas avoir honte de s'agenouiller, de demander pardon quand on a fauté et de leur exprimer en toutes circonstances votre gratitude. Votre gratitude. Oui, croyez en vous, comptez aussi sur vos propres forces. Car il vous appartient, vous seuls, de choisir votre projet de vie et de le construire. Être jeune, c'est donc vivre d'une certaine manière le principe que tout est possible, même si tout ne dépend pas totalement de vous. Et je voudrais aussi vous dire, lorsque, après avoir réalisé quelque chose d'exceptionnel, après avoir réussi, on peut reconstituer la trajectoire. Mais elle n'est pas évidente et elle n'est pas linéaire. Elle est parsemée d'incertitudes. Moi, je n'avais pas, en tant que jeune, pour ambition d'être président de la République, honnêtement. Même en tant qu'homme politique, cette ambition ne m'a animé qu'à l'Assemblée nationale, lorsque on m'a imposé un combat et de principe. Et même étant Premier ministre, je n'y pensais pas. Mon seul engagement, jour après jour, c'était de donner satisfaction au président de la République et de lui donner un bilan pour les Sénégalais. Et je n'avais pas d'autre ambition. Mais lorsque plus tard, à l'Assemblée nationale, on a voulu m'imposer des choses que je n'acceptais pas, bien j'ai dit non. Et à partir de ce moment, j'ai dit, bon, comme il en est ainsi, je vais prendre mon destin en main. Je vais me battre et je vais sortir de ce parti et je vais démissionner de tout. Et de numéro 2, je suis devenu simple citoyen sans titre, sans passeport diplomatique, sans rien du tout, en ayant confiance en moi et aux Sénégalais qui voudraient bien
entendre mon message et mon discours pour reconstruire sur la base de valeurs et de la défense de la République. Alors, donc, ce n'était pas évident et on ne savait pas où on allait. Après, on peut dire, oui, il a fait ça en 2 ans et demi, 3 ans. Oui, c'est vrai. Mais au moment où j'ai démissionné, au moment où j'ai fait appel à mes compatriotes à partir de Fann, rien n'était certain. On ne savait pas où on allait. Sinon qu'on avait la foi de nous battre. On pouvait gagner, on pouvait ne pas gagner. Mais c'est ça la vie. Donc, on ne peut pas avoir une trajectoire toute tracée. Il ne faut pas vous faire des illusions. Vous pouvez être le premier d'une promotion de Harvard et quelqu'un qui n'a même pas fait l'université devenir votre patron. C'est comme ça la vie aussi. Donc, rien n'est clair en vérité. Mais vous devez y aller avec passion, avec foi, avec courage. Et puis après, l'avenir appartient à Dieu, comme on dit, pour ceux qui ont une foi. Mais en tout cas, la réussite est au bout de l'effort. Mais on ne peut pas aussi dire, absolument, je dois être président de la République. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de ça, parce que si après, votre volonté n'est pas réalisée, vous avez un problème avec vous-même et avec la société. Vous pouvez avoir l'ambition, mais il faut mener cette ambition avec lucidité et avec foi. Et c'est pareil, on peut dire je veux être milliardaire par tous les moyens. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut de la foi et il faut de la lucidité. Le reste, je pense, appartient à Dieu. Je voudrais dire à nos jeunes que toute ma passion aujourd'hui, tout mon rêve est de vous appuyer, jeunesse du Sénégal, dans la quête de cette nouvelle culture de la performance et de l'efficacité, de la responsabilité et de la confiance. Chercher le bien-être de mon peuple, tel est le fond de ma pensée et de mon action politique, de mon engagement et de mon projet de société. Tout mon quotidien est rythmé par la recherche de points d'appui solides pour offrir à la jeunesse de notre pays, à sa population, les moyens de sa réussite et de son épanouissement. C'est pour cette raison, entre autres, que j'ai conçu le plan Sénégal émergent, le PSE, qui est une projection réaliste et réalisable d'un Sénégal nouveau à l'horizon 2035. Mais je vous rappelle, 2035, c'est juste dans 18 ans. Donc c'est pas une... Quand on parle de 2035, beaucoup pensent que c'est au calendrier, c'est dans 18 ans. Et 18 ans en arrière, nous étions en 1999. Donc vous voyez que nous devons travailler très vite et très bien pour que cet objectif soit atteint. Et ce plan, pour rappel, repose sur 3 axes fondamentaux que je vais résumer, étant entendu que plusieurs liens dans le web vous y conduisent et les responsables également de la mise en œuvre du PSE pourront et sont à votre disposition pour toute demande d'information. Je vous exhorte à découvrir ce plan qui est le vôtre, qui est aussi celui de vos petites sœurs, de vos petits frères qui viennent de naître en ce moment même où nous sommes dans cette salle et qui, à terme, à 18 ans, devront être citoyens d'un Sénégal véritablement émergent, une nation respectée dans le monde. Et le premier axe de ce PSE vise la transformation structurelle de l'économie. Et nous voulons une économie plus dynamique, plus résiliente et plus ouverte aux innovations. En un mot, il faut produire plus et mieux, et ceci dans tous les secteurs. Je ne vais pas les citer, dans l'agriculture, les services, l'énergie, bref. Et c'est cette transformation structurelle de l'économie qui davantage nous amène de la valeur ajoutée, donc de la richesse et des emplois.
Autrement dit, les emplois créent également la cohésion sociale. Je veux aussi que cette transformation structurelle soit source de modernité pour notre société, d'où mon projet de train express régional. Bien sûr, quand on fait une innovation, tout le monde ne peut pas être au même niveau de compréhension. Donc je comprends parfaitement ceux qui pensent que c'est une illusion que de vouloir construire un train électrique express tel qu'il roule aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs dans le monde développé, parce que d'aucuns pensent que voilà, c'est pas utile. Mais enfin, on se rendra compte que si on a une ambition d'émergence, on ne doit pas être limité. On ne doit pas être limité dans notre vision, encore moins dans nos ambitions. Mais il y a le parc technologique numérique, puisque nous vivons une économie numérique qui va changer radicalement le monde. Le deuxième axe du plan Sénégal émergent vise principalement le développement du capital humain. Et plus généralement, il vise l'inclusion sociale dans notre processus d'émergence. Afin d'illustrer mon propos, j'ai souhaité doter tout citoyen sénégalais d'une couverture maladie universelle. Je vous rappelle, il y a 2 ans, le taux de couverture était de 20% seulement. C'est-à-dire sur 100 Sénégalais, il n'y avait que 20 qui pouvaient avoir une couverture maladie, soit une assurance ou une IPM, et qui pouvaient aller à l'hôpital ou aller voir le médecin et avoir la possibilité de se faire soigner et de payer ses soins. 80% n'avaient aucune possibilité d'acheter des médicaments ou même d'aller consulter un médecin. L'ambition, c'est de faire en sorte, d'abord en 2017, qu'on ait atteint à la fin de l'année 60% de taux de couverture maladie. Nous sommes, en tout cas jusqu'en décembre, nous étions à 47%. Il y a encore quelques efforts à faire, mais je pense que nous allons y arriver. Et au bout de 2 ou 3 années à venir, nous pourrons complètement atteindre cette couverture universelle. J'ai aussi mis en place pour 300 000 familles, parmi les plus vulnérables de notre pays, des bourses de sécurité familiale, ce qui impacte au moins 3 millions de personnes. Et ça fait partie aussi de la solidarité inclusive. Le troisième axe vise à doter notre pays d'un état de droit. L'état de droit basé sur une justice équitable, basé sur la bonne gouvernance, basé sur la promotion de la paix et de la sécurité. Oui, il est possible de construire le Sénégal de nos rêves. Le Sénégal qui offre à chacun d'entre vous les opportunités pour mettre à profit ses talents et potentialités. Un Sénégal moderne, ancré dans la démocratie, solidaire et toujours hospitalier. Oui, en vous engageant dans une citoyenneté active et responsable, vous apportez votre pierre à l'édification de notre demeure commune, qui est ce beau pays, le Sénégal. Modèle de démocratie et de tolérance, pays dont la générosité de la jeunesse justifie tous les espoirs. Je vous félicite encore pour cette mobilisation exceptionnelle, pour votre enthousiasme et votre détermination à participer à la construction citoyenne qui est un aspect important de notre projet d'émergence. Je vous remercie.